Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être à ce micro ce matin. Vous êtes historien des religions, un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui à la fois du droit religieux et des religions. Robert Francis Prévost a donc été élu nouveau pape hier, Léon XIV bien sûr. Qui est-il? Quel message pour l'Église et pour le monde? La paix soit avec vous, ce sont ses premiers mots. Qu'est-ce que ça dit de lui? D'abord, ça dit que c'est un pape qui est un pape véritablement de la mondialisation achevée. Après les deux Européens qui étaient Jean-Paul II et Benoît XVI, cet Américain du Sud qui était le pape François. Là, on a un Américain du Nord, mais qui est passé par l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est le deuxième pape qui vient des Amériques, puisqu'il a en plus une double nationalité, États-Unis et Pérou. Mais en même temps, c'est un Romain, puisqu'il vit à Rome depuis des années, et c'est un membre de la curie, de l'administration centrale. Donc, en fait, les cardinaux ont choisi quelqu'un de très complet, qui, par sa personnalité médiane, en fait, était ce pape de la médiation qu'ils attendaient, après le pontificat, il faut le dire tout de même, très prophétique, très clivant, très polarisant de François. Donc, ça va être un pape. Il faut bien le comprendre, il a fait des études de mathématiques dans le monde profane, mais il a fait des études de droit canon. C'est un juriste, c'est pas un poète. Juriste, ce n'est pas un poète. C'est un homme rigoureux, c'est un homme modéré, n'est-ce pas? D'un côté, il prend les grandes lignes de François, c'est François qui a fait sa carrière fulgurante. D'un côté, il prend les grandes lignes de François, le souci de la justice sociale, le souci de l'écologie, et d'un autre côté, malgré tout, il s'est montré beaucoup plus réticent sur les mesures sociétales concernant les mœurs ou concernant la discipline de l'Église. Les mœurs, évidemment, c'est les unions de même sexe. La discipline de l'Église, c'est la place des femmes, n'est-ce pas, et la possibilité du diaconat féminin. Donc là-dessus, on voit que c'est je dirais, un mixte entre une forme de tradition, de classicisme, n'est-ce pas, pour ce qui est de la doctrine, pour ce qui est de l'Église à l'intérieur de l'Église, et que c'est un homme de la modernité politique, de la modernité sociale, mais en même temps, et ça c'est très important, c'est un homme qui condamne un peu la postmodernité occidentale, la culture postmoderne occidentale. Il l'a fait explicitement, considérant qu'en fait, elle était une espèce d'entreprise de déchristianisation. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire. C'est passionnant et j'ai envie qu'on puisse tirer quelques fils. D'abord, vous nous dites que c'est un modéré. Ça veut dire quoi, modéré, aujourd'hui, dans l'Église catholique et dans le monde? Alors, ce que ça veut dire, c'est là encore quelqu'un qui a pris le meilleur de la Révolution François, ce qui faisait véritablement consensus, n'est-ce pas, et tout particulièrement, évidemment, une vision planétaire d'une humanité en danger, par le désastre écologique, par la multiplication des conflits, par, je dirais, l'extension des différences sociales, des richesses, un monde morcelé, n'est-ce pas? Un monde morcelé, voilà. Et puis, d'un autre côté, effectivement, ce même pape Léon XIV, qui s'appelle pas Léon pour rien, on va en parler certainement. Vous allez me dire pourquoi Léon. Voilà, mais eh bien, il veut malgré tout une Église catholique centrée sur elle-même, sur ses convictions, sur sa doctrine, sur sa liturgie. Très important. Quand vous dites ça, la liturgie, la règle, la doctrine, c'est extrêmement important. On sent que de ce point de vue-là, c'est pas forcément intellectuel, mais c'est quelqu'un d'extrêmement attentif à la règle et à la loi. Est-ce qu'il la fera évoluer ou non? Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce mot Occident. Pendant les quelques jours qui ont précédé, les spéculations allaient bon train. Y aurait-il à nouveau un pape européen après un pape d'Amérique du Sud? Il n'est pas européen, mais il est occidental. Est-ce que, après ce que vous disiez de François, qui est quelqu'un qui à la fois parlait du monde en entier, mais avait aussi ce côté clivant, vu comme tel par un certain nombre de catholiques européens, est-ce que de ce point de vue-là, c'est vraiment un occidental réconcilié aussi avec cette Église-là? C'est un Américain des États-Unis, n'est-ce pas? Ça c'est clair, mais c'est au départ un Américain, un États-Unien marginal en quelque sorte. Il a un père franco-italien et une mère hispano-créole. Il naît et grandit dans une périphérie de Chicago qui est une ville très bigarrée.
Il lui faut gagner en quelque sorte sa nord-américanité face à la domination WASP. La domination Ce qu'on appelle les WASP, anglo-protestante. ce sont les White American, c'est-à-dire en gros les catholiques bourgeois qui d'ailleurs récemment ont plutôt voté Trump, y compris protestants et catholiques ont voté Trump. Voilà, alors ces catholiques donc, ils vont s'intégrer aux États-Unis où ils sont plutôt mal vus par, je dirais, la dominante culturelle anglo-protestante. Ils sont ni anglais ni protestants. Et en fait, ça va donner ce catholicisme américain important. C'est la première église aux États-Unis. Les protestants sont 2 fois plus nombreux, mais c'est la première église en nombre. 45 millions de fidèles. Donc, ces catholiques, ils vont s'intégrer en faisant comment? Ils vont évidemment être dans la dimension charitable, c'est-à-dire la solidarité, la justice, l'entraide, la subsidiarité. Ça, c'est le catholicisme. Et puis, malgré tout, ils vont rejoindre la majorité morale et le combat contre la libéralisation des mœurs, n'est-ce pas? Mais eu égard à ce mélange, pour bien marquer leur spécificité, ils vont cultiver aussi ce qui fait leur différence. Leur différence, c'est quoi? C'est la liturgie. Vous l'avez vu, il est apparu comment? Il avait toute la tenue, hein. C'est-à-dire, contrairement, et là il faut préciser les choses, contrairement à son prédécesseur, François, qui pour faire preuve, mais je parle sous votre contrôle, faire preuve, disait-il, d'une très grande humilité et simplicité, avait refusé les attributs. La mosette, qui est ce surplis rouge, satin le printemps et l'été, hermine l'hiver, et évidemment le pallium, cette étole autour du cou qui était avec des icônes brodées. On était véritablement dans le faste romain et dans les insignes. Il accepte le décorum, il accepte les insignes. C'est plus qu'un décorum. C'est un monde symbolique de sacrement aussi qui fait tout à fait défaut à la fois, je dirais, à cet Occident sécularisé, n'est-ce pas? C'est un monde du rite. C'est un monde aussi où le rite marque un enseignement, marque une hiérarchie. Mais de ce point de vue-là, c'est une rupture avec François. C'est-à-dire l'idée justement de dire aux Occidentaux, on va assumer les attributs, on va assumer ces rituels, on va assumer davantage même quelque chose d'imposant. C'est-à-dire que cette image, je vous parlais de ses premiers mots, mais sa première image, c'est aussi celle de quelqu'un qui accepte les dorures en quelque sorte. Et en même temps, c'est quelqu'un qui dit tout de suite merci à François, à qui il doit sa carrière fulgurante. François avait une véritable affection pour lui. C'est aussi quelqu'un qui commence par parler de la paix. Il reprend en fait les derniers mots de François, vous savez, qui avait fait lire son dernier message Urbi et Orbi le jour de Pâques, n'est-ce pas, avant qu'il décède. Et en même temps, vous l'avez vu, c'est un peu sa psychologie. Il s'adresse pas, c'est pas un discours, je dirais, improvisé. Il lit un texte. Et là, vous avez aussi une dimension sur le côté rigoureux de l'homme. Ce texte, la paix soit avec vous, le mal ne gagnera pas. Il faut bien sûr se souvenir qu'il n'est pas que le chef des croyants, il est aussi un chef d'État, il est aussi le chef d'une diplomatie du Vatican. Le mal ne gagnera pas, vous l'avez compris comment faut-il le comprendre? Le mal ne gagnera pas, la mort ne gagnera pas, c'est toute l'espérance chrétienne, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une église en lutte contre toutes les dérives finalement maléfiques et mortifères. Alors il y en a sur lesquelles... À quoi vous pensez? Alors il y en a sur lesquelles de ces dérives, tout le monde s'accordera, n'est-ce pas? Les guerres, les bombardements qui frappent les civils, les femmes, les enfants, tout ça va participer d'une évidence. Mais en même temps, il va défendre une anthropologie, une conception de l'humanité, n'est-ce pas? Qui, elle, ne sera pas forcément partagée par tous. Quand vous dites, ça veut dire quoi? Vous préparez les esprits, Jean-François Colosimo, à ce que l'on ne projette pas ici en Occident. C'est lorsque vous avez dit modéré, vous avez bien précisé qu'il était moderne sur presque, j'allais dire, le fonctionnement de la démocratie, mais plus conservateur sur les questions sociétales. Il ne faut pas attendre de ce pape que sur les questions de fin de vie, sur les questions de couple de même sexe, sur les questions de l'avortement, il y ait une évolution. Je pense, j'ai pas de boule de cristal. Sur l'avortement, c'est sûr que non. Là où il est allé le plus loin, lorsqu'il était encore le cardinal Prévost, vous voyez, mais le problème, c'est le cardinal Prévost, il est mort, en quelque sorte. On sait qui était le cardinal Prévost, on ne sait pas qui sera
Léon XIV. Mais, et sur le plus loin qu'il soit allé dans ces mesures sociétales, c'est l'admission à la communion des divorcés remariés. Dans l'Église catholique, une fois qu'on est divorcé et qu'on est remarié, on n'a plus droit à la communion. Et donc là, de ce point de vue-là, il est pour, parce que c'est une mesure pastorale, c'est une mesure d'accueil, etc. Sur les autres questions, et particulièrement sur la question sur laquelle François s'était avancé et qui avait créé un trouble dans l'Église catholique. Les Africains ne voulaient pas de cette possibilité d'union de gens du même sexe, particulièrement parce que les catholiques en Afrique sont sous la pression à la fois des évangélistes et des islamistes qui sont tous des puritains. Et on peut penser que les Africains ont voté pour cette raison, pour le cardinal Prévost qui est devenu le pape à Léon XIV. Donc vous voyez que sur ces questions-là, non, il est, je dirais, c'est un canoniste, c'est un juriste, il dit non. Pourquoi Léon ? Alors Léon, il y a plusieurs Léons. Il y a un Léon XIII qui a été un pape tout à fait extraordinaire de la fin du XIXe siècle. C'est lui qui, je dirais, impose la doctrine sociale. C'est le pape qui dit non au communisme marxiste, non au capitalisme libéral, qui dit l'Église a apporté une vision en fait de la société qui est fondée sur la fraternité, la solidarité, la protection des plus vulnérables, sur le refus de l'exploitation, sur le partage des richesses. Donc ça, c'est une révolution. C'est la réponse, en fait, de l'Église catholique à la grande mutation de la révolution industrielle. Mais ce pape, en même temps, il promeut le thomisme, la scolastique, il promeut les études bibliques. Et en même temps, c'est le pape qui s'oppose radicalement au divorce. Ça, c'est un Léon. Le Léon, là, vous nous parlez de Léon XIII. Quand vous dites le thomisme, je voudrais que tout le monde comprenne bien. Il s'agit d'une référence à saint Thomas d'Aquin. La philosophie médiévale, qui est une philosophie qui veut allier la foi et la raison. Et donc, qui a une prétention aussi à penser le monde en totalité. Mais l'autre Léon, c'est Léon Ier. Là, on est dit Léon le Grand. Le Grand, on est au mi-temps du 5e siècle. C'est un type qui impose la primauté de Rome face à, par exemple, aux Orientaux. C'est un homme qui arrive à stopper Attila. C'est un homme qui arrive à négocier, donc les Huns, à négocier avec les Vandales pour qu'ils ne détruisent pas Rome. C'est le protecteur, mais c'est un pape qui inaugure aussi une papauté qui va régner sur l'Europe réellement avec ses successeurs. C'est le pouvoir, c'est le fait d'exercer une forme de pouvoir. C'est une façon de dire que le pape n'est pas que garant de l'unité de l'Église, qui est la grande raison pour laquelle il a été élu, puisque c'est un homme de synthèse, mais que le pape aussi est garant, en quelque façon, de l'unité politique, de l'unité humaine. Et là-dessus, je voudrais vous entendre en particulier vous, Jean-François Colosimo, aussi parce que vous aviez écrit ce livre. Votre dernier livre s'appelle « Occident, ennemi public numéro 1 ». Dans le contexte actuel, précisément, vous parliez dans votre livre d'une menace existentielle de l'Occident qui est désormais une cible d'un Occident affaibli. Est-ce que l'arrivée de Léon XIV, qui, je le disais, n'est pas européen, mais est américain, occidental également, est-ce que c'est une réponse aussi à cette époque que vous décrivez vous-même et que vous avez analysée ? Oui, alors deux choses. Le premier, c'est quand même le premier pape anglophone depuis le XIIIe siècle. Il n'a pas dit de mot en anglais d'ailleurs hier soir. Non. Espagnol, accent. Oui, anglais, non. Voilà. Pourquoi ? Parce c'est aussi le premier pape qui a la double nationalité. États-Unis, Pérou. Et puis, c'est le premier pape né après la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas ? Comme beaucoup de ces cardinaux qui l'ont élu. Donc, ce pape-là, qui a choisi de vivre au Pérou, tout de même, d'être missionnaire, évêque au Pérou, c'est tout à fait extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'était quand même, pour un Américain de Chicago, c'est pas tout à fait anodin. Ce pape-là, il a une vision du monde qui sera certainement très diplomatique. Le Vatican, c'est la première diplomatie au monde en termes d'extension. Et certainement, il sera beaucoup plus mesuré, beaucoup plus rigoureux, là encore, que François, qui était très prophétique. François s'est mis à dos une partie des opinions publiques catholiques européennes. Absolument, mais il sera certainement aussi beaucoup plus ferme, eu égard au pouvoir tyrannique, despotique, etc. De ce point de vue-là, il restera un Américain. Vous pensez à la Russie, vous pensez à ce qui se passe à Gaza, vous pensez à la Chine, avec laquelle le Vatican a un rapport très compliqué, où François s'était engagé d'une manière qui avait été très critiquée.
en faisant une alliance avec le gouvernement chinois pour permettre à l'Église catholique de vivre de manière non souterraine en Chine. Donc tout là-dessus, je pense qu'on va avoir un défenseur des libertés, mais y compris face à Trump. Parce que j'allais y venir parce que Jean-François Colosimo, quand on regarde, c'est assez extraordinaire, c'est que ce nouveau pape, c'était un pape qui était présent sur les réseaux sociaux. Enfin, il était cardinal présent sur les réseaux sociaux. Il intervenait dans le débat public, politique. Et l'un de ses derniers textes, une forme de tribune, était intitulé « J.D. Vance se trompe ». J.D. Vance, vous l'avez dit, est catholique revendiqué. Converti récent et donc revendiqué très catholique. Il disait, et j'ai relu ses derniers mots, lorsqu'il s'appelait encore Robert Francis Prévost, il disait non, J.D. Vance se trompe, on ne doit pas classer, on ne doit pas hiérarchiser notre amour. J.D. Vance qui avait utilisé des mots où il disait en gros on doit d'abord aimer sa famille, puis son voisin, puis les gens de la ville d'à côté, puis l'étranger. Puis son compatriote surtout. Et ce que disait donc Robert Francis Prévost, et il fallait le faire tout de même, s'y opposer clairement, il a argumenté point par point, je recommande ce texte parce qu'il est assez inouï, il dit non, quand Jésus a demandé qui est mon voisin, alors il répond par une histoire où il dit que justement le voisin peut être indifférent à son prochain et qu'au contraire l'étranger, le samaritain dans l'évangile, peut y être plus attentif. C'est quand même un vrai engagement politique de la part de celui qui est devenu pape. Oui, mais c'est aussi d'abord la doctrine classique de l'Église catholique, n'est-ce pas? Le prochain, c'est celui qui vous tombe dessus, c'est pas celui que vous choisissez. Il n'y a pas de hiérarchie, n'est-ce pas? C'est donc un rapport à l'étranger. Il a fait la leçon à J.D. Vance. Absolument, mais il l'a fait de façon, je dirais là aussi, tout à fait, je dirais traditionnelle. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas que fait la leçon à J.D. Vance. Il a dit, pas de détournement de l'identité catholique au profit de projets identitaires, n'est-ce pas? De projets politiques identitaires. Donc, il a mis un stop. Il a dit non, ça c'est très important. Le christianisme, ça n'est pas dans ce sens-là le catholicisme, la foi, ce n'est pas une identité. C'est pas vous n'êtes pas catholique parce que vous êtes né ici ou là et parce que vous avez 20 générations. La foi, c'est véritablement une ouverture à l'altérité. Et lui, c'est un homme, alors là, pour le coup, il a prouvé dans sa vie... Il a parlé du dialogue, il a parlé des ponts, il a dit nous devons être unis hier. Est-ce qu'il le disait au nom des catholiques ou unis le monde entier? Mais l'idée de l'Église... L'universalisme. L'idée de l'Église catholique, c'est qu'elle est au service de l'humanité. C'est ça, n'est-ce pas? Et bon, on pourrait dire que le fait qu'elle compte 1,4 milliard de fidèles répartis sur toutes les faces du globe. C'est la religion la plus déconcentrée du monde, n'est-ce pas? Toutes les autres grandes religions sont très concentrées géographiquement. Là, le catholicisme est partout présent. Regardez, les cardinaux venaient de 70 pays. On peut pas faire mieux. Eh bien, cette Église catholique, elle se veut au service de l'humanité. Et l'un des titres du pape, c'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Vous êtes optimiste pour, j'allais dire, ce pontificat, Jean-François Colosimo? Une page s'ouvre, je dirais, avec malgré tout ce talent inouï qu'a Rome de se réinventer. Vous voyez, on est un peu comme au moment de l'élection de Jean-Paul II. C'est une surprise. Nous sommes en train de décrypter cette surprise. C'est lui ensuite qui va écrire son pontificat, mais on voit une capacité de ressources, de se réinventer dans la fidélité à soi qui est tout de même tout à fait étonnante. J'étais très frappée, vous l'avez peut-être remarqué, à la fois par son petit sourire en coin lorsqu'il est apparu, mais aussi par ses yeux ému. Il sortait de la chambre des larmes. Vous savez, cette petite sacristie où il y a 3 soutanes et une rangée de souliers qui attendent le nouveau pape, elle s'appelle la chambre des larmes parce que c'est le moment, en fait, les larmes, c'est une forme de purification aussi. Hein, c'est ça, n'est-ce pas? C'est le moment quand même où s'opère une transformation. Il a cessé d'être Robert Francis Prévost. Il devient Léon XIV. Il mesure face à l'éternité, qui est quand même là, le lieu de son jugement, le poids écrasant de sa charge et une solitude que seul Dieu, dans sa représentation, peut venir combler. Merci infiniment Jean-François Colosimo.